à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. L'émission spéciale aujourd'hui. La semaine dernière, nous étions avec Christophe Barbier pour faire le bilan de l'année en France. Nous serons cette fois rejoints par le politologue et géopoliticien Dominique Moissy pour faire le bilan de 2015 dans le monde. Dominique Moissy a enseigné à l'ENA, à Sciences Po Paris, à Harvard et au Collège d'Europe. Il est aujourd'hui conseiller spécial de l'Institut français de relations internationales dont il a été le directeur adjoint. Il sera avec nous dans un instant, mais on commence par un résumé en images du début de l'année 2015. Moissy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors les 19 et 20 janvier, les rebelles houthis au Yémen ont pris le contrôle du palais présidentiel. Qu'est-ce qui se joue au Yémen? C'est la guerre d'influence entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite simplement? Oui, c'est essentiellement cela, mais ça n'est pas que ça. C'est une nouvelle zone de désordre. C'est un pays qui cesse d'exister en tant qu'unité après d'autres. Donc ça fait la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen. C'est tout l'ensemble moyen-oriental qui se fragmente sur une zone très large. Alors on l'a vu dans la vidéo, le 14 et 15 février, Copenhague a été touché par des attentats très similaires à ceux de Paris, puisque c'est d'abord la liberté d'expression qui a été visée, puis le lendemain la communauté juive. Comment est-ce que vous expliquez ce parallèle frappant entre les attaques de Paris et celles de Copenhague? Je crois qu'il y a une sorte de logique en cette période, janvier-février 2015. Les attentats sont ciblés. Il ne s'agit pas de faire le plus de morts. On vise, si j'ose dire, la qualité et pas la quantité. Donc, les symboles de la liberté d'expression et la communauté juive. Deux ennemis particulièrement visés, quel que soit le pays où les attaques aient lieu. Dominique Moissy, restez avec nous, on va continuer de faire la rétrospective de cette année. On regarde d'abord en images la suite de cette année 2015.
Dominique, moi aussi je voudrais qu'on continue de parler de terrorisme. Le 26 juin, 38 personnes, essentiellement des touristes, ont été tuées à Sousse en Tunisie. Un énième coup porté au pays. Pourquoi la Tunisie était la cible du terrorisme coup après coup? Précisément parce que la Tunisie est l'unique pays du monde arabe qui puisse apparaître comme ayant réussi, entre guillemets, son printemps. Ouais. C'est le seul pays où, après les printemps arabes, on ait vu des progrès de la démocratie. Donc c'est la cible privilégiée des terroristes parce que c'est le symbole qui les dérange le plus. Mais la Tunisie, elle fait face à la même menace que l'Europe ou à une menace spécifique? Je crois qu'elle fait face à la même menace que l'Europe, mais dans une situation de fragilité infiniment plus grande sur un plan économique. C'est un pays au bord de l'asphyxie et qui dépend du tourisme pour vivre. Au plan politique, c'est un pays particulièrement fragile. Au plan géographique, c'est un pays qui jouxte un autre pays qui a cessé d'exister, la Libye. Alors, toujours au cours de l'été, en juillet, un troisième plan d'aide européen à la Grèce a été adopté. Est-ce que cet été, finalement, ce qui s'est joué, c'est la survie de l'Union européenne? On peut penser rétrospectivement que la Grèce a été sauvée et avec elle, l'Union européenne. La ligne dure mais en même temps modérée d'Angela Merkel a fini par l'emporter. Oui. Et aujourd'hui, on peut penser que ce qui s'est passé l'été dernier a connu une issue positive, favorable, quel qu'ait été le côté spectaculaire et dramatique de ce qui se passait à l'époque. À partir de tous les événements que vous m'avez donnés, celui qui apparaît rétrospectivement comme le plus positif, c'est la crise grecque. Alors, autre succès diplomatique de cet été, le 14 juillet, un accord a été signé sur le nucléaire iranien. Jérusalem l'a comparé aux accords de Munich avec Hitler avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cet accord va vraiment empêcher Téhéran d'accéder à la bombe atomique? On peut le penser. Cet accord fait, en tout cas, gagner une dizaine d'années à la communauté internationale. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on peut être sûr que l'Iran n'aura pas accès à l'atome? Probablement pas. Mais c'était le moins mauvais des accords possibles. Et l'alternative, en réalité, c'était la guerre dont personne ne voulait, même pas Jérusalem. L'alternative, c'était la guerre, mais on a tout de même l'impression que l'Iran a réussi à gagner du temps année après année. Tout à fait. Mais on gagne aussi du temps. Le pari qui est fait par les puissances signataires de cet accord est qu'avec le temps, l'Iran peut changer, qu'au sein du pouvoir iranien, les modérés, appuyés par une partie importante de la société civile, joueront un rôle toujours plus important. C'est le pari des États-Unis, c'est le pari en réalité aussi de l'Union européenne. Alors, professeur, restez avec nous, on va continuer évidemment cette émission. D'abord, on regarde en images le reste de l'année 2015 en quelques secondes.
cette dernière partie avec le Moyen-Orient. En septembre, la Russie a lancé ses frappes contre Daesh. Et dans la foulée, il y a une crise qui est ouverte et qui a éclaté avec la Turquie. La Russie, finalement, qu'est-ce qu'elle est venue faire en Syrie? Elle est venue éliminer Daesh ou elle est venue éliminer l'opposition à Bachar el-Assad? Je crois que la Russie est venue en Syrie pour rappeler à la communauté internationale qu'elle était incontournable, oui. Pour détourner aussi l'attention de la crise ukrainienne, qui s'est passée modérément bien pour la Russie. Au fond, elle a gagné la Crimée, mais ce faisant, elle a perdu l'Ukraine. Donc la Russie a montré à la communauté internationale qu'elle était un acteur essentiel dans le jeu diplomatique autour de la Syrie. Alors, on l'a vu dans le clip, en octobre, une nouvelle vague de violence a éclaté pendant les fêtes juives en Israël, l'intifada des couteaux. Elle dure jusqu'à aujourd'hui. Israël accuse Mahmoud Abbas de ne pas faire assez pour l'arrêter. Abbas accuse Israël d'avoir poussé la jeunesse au désespoir. Qui peut encore ramener le calme aujourd'hui? C'est une violence de faible intensité qui n'est absolument pas comparable à la deuxième intifada et sans doute pas non plus à la première. En même temps, c'est une violence réelle à laquelle la population israélienne se trouve confrontée, qui fait peur légitimement. On ne voit pas aujourd'hui comment la communauté internationale pourrait imposer une solution pacifique aux deux parties qui permettrait de mettre fin à la violence. Donc on va sans doute vivre avec ce niveau peu élevé, mais en même temps douloureux, de violence. Alors dans le reste de l'actualité internationale, il y a évidemment les États-Unis. Le 8 décembre, Trump a créé un énième scandale en affirmant vouloir interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis. Il peut franchement être élu président, Donald Trump? Non. Sincèrement, regardant la caméra, je vous dirais que les chances de Donald Trump d'arriver à la Maison-Blanche sont aussi faibles que celles de Marine Le Pen d'arriver à l'Élysée. Dans les deux pays, on voit une montée des populismes, mais dans les deux pays, aucun des leaders populistes n'arrivera au pouvoir suprême. Si vous deviez retenir un événement de cette année, ce serait quoi? En tant que Français, très certainement, la nuit du 13 novembre 2015, les 130 morts. Ouais. Là, les terroristes avaient choisi en partie la quantité, tuer le plus de citoyens possible, et en partie la qualité, frapper la jeunesse, attaquer la France pour ce qu'elle représente, tout autant que pour ce qu'elle fait, c'est-à-dire participer à la guerre en Syrie contre Daesh, en Syrie et en Irak. Et pour 2016, quel dossier vous conseillerez de suivre? Sur le plan du calendrier, l'année 2016 verra des élections américaines très importantes. Est-ce que Hillary Clinton succédera à Barack Obama? Ce sera la troisième fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si tel est le cas, qu'un parti réussit à garder la Maison-Blanche 3 mandats de suite, ou est-ce que les républicains arriveront à s'unir sur une personnalité qui peut être éligible, et ce serait sans doute, dans ce cas, Mario Rubio. C'est un dossier important. Ce ne sera pas la même chose si les démocrates ou les républicains sont à la Maison-Blanche. Dominique Moissy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et c'est la fin de cette émission spéciale 2015. C'est également la fin de ce 65e et dernier numéro de Tout un monde. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs depuis le 5 octobre 2014. D'abord avec Daniel Ziri, puis avec David Gompin. Je vous donne rendez-vous en janvier sur i24 News pour une nouvelle émission d'actualité internationale. En attendant, passez une bonne semaine et de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.